I am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، فهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Ce 1er avril, l'Alger annonce avoir abattu un drone armé qui a franchi ses frontières sur une distance de près de 2 km, plus précisément de 1,6 km, établissant ainsi une violation de son espace aérien. Après la destruction le 1er avril d'un drone malien. Algeria shot down a drone belonging to Mali's military. Algeria says the drone was armed and violated its airspace. وقد سقطت محترقة قرب الحدود الجزائرية. Algeria said it shot down a military drone. هل كانت في مهمة تجسسية؟ أم أن هناك من أراد اختبار رد فعل الجزائر؟ الجيش الجزائري لم يتردد في إسقاط الدرون بمجرد أن اقتربت من المناطق المحمية، وهو ما يعتبر تطبيقا صارما لعقيدة الأمن المطلق التي تعتمدها الجزائر في حماية حدودها. Le drone en question a, dans un premier temps, rappelons-le, violé l'espace aérien, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Il s'est ensuite éloigné avant d'y retourner en prenant une trajectoire offensive. L'armée malienne a de son côté officiellement reconnu que le drone abattu près de Tinzaouaten en territoire algérien lui appartient. Avec nous en ligne, Monsieur Abdelaziz Mjahed, général-major à la retraite, directeur général de l'Institut national d'études stratégie globales. Monsieur Mjahed, merci d'être avec nous et d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour répondre à nos questions, évidemment. Monsieur Abdelaziz Mjahed, qu'indique cet épisode dans le sud algérien, Monsieur Mjahed? Madame, cette affaire, elle fait partie aussi des responsabilités du CEMOC. La coordination entre les états-majors opérationnels des pays au Sahel doivent coordonner toutes leurs actions ensemble. Ça veut dire le CEMOC, il a comme charge et mission de mettre au courant, d'avertir et d'assurer la coordination des actions de l'ensemble. Oui. Comment se fait-il que les représentants du Mali, membres du CEMOC, n'ont pas averti les autres membres qu'il y a une opération de ce genre? S'il n'y a pas avertissement, s'ils n'ont pas signalé cette action, ça peut aussi être un élément étranger à la région. Nul n'ignore les capacités des drones à agir sur des milliers de kilomètres. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça veut dire que les responsables algériens, membres du CEMOC, ont suffisamment sensibilisé l'ensemble des acteurs sur la sensibilité de la chose. N'oubliez pas à quelle heure ça s'est passé, au milieu de la nuit. Comment on peut identifier un drone qui porte les insignes d'un pays la nuit? Mais le signal, c'est un signal d'un élément inconnu qui a une approche hostile. Ils étaient dans l'obligation de prendre les mesures et d'abattre ce missile. Le CEMOC, précisons-le à nos auditeurs, est le comité d'état-major opérationnel conjoint. Monsieur Abdelaziz Mjahed, il ne s'agit pas de la première violation, comme vous veniez de l'indiquer, par un drone malien de l'espace aérien, mais bien de la 3e violation en l'espace de quelques mois. Qu'est-ce que cela pourrait signifier concrètement, monsieur Abdelaziz Mjahed? C'est une infraction à partir du moment où vous êtes membre d'un comité, vous devez communiquer à l'ensemble l'information, sinon on peut le considérer comme hostile. Évidemment. Je précise ma question. Le drone est entré en territoire algérien et reparti vers le Mali pour revenir, c'est ainsi que cela a été indiqué, pour revenir de façon offensive vers l'Algérie. Qu'est-ce que cela indique précisément?
Ce qui s'est passé, ce qui se passe ces jours-ci, c'est la partie qui est émergée de l'iceberg. La partie cachée, on la connaît pas, elle est inconnue de la part des observateurs et de l'opinion mondiale, mais les spécialistes, les responsables peuvent donner, quand ils estiment nécessaire, l'information qu'il faut. Mais j'insiste encore une fois que l'avantage d'avoir un comité opérationnel commun, c'est pour coordonner les actions. Sinon, quelle est sa raison d'être? Il faut arrêter, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On est dans une région sensible. N'oublions pas qu'au Sahel, il y a 22 États qui interviennent au Sahel. Vous avez les 5 membres du Conseil de sécurité qui sont là. Vous avez les 6 ou 7 membres des BRICS qui sont là. Oui. Vous avez 19 États membres de l'OTAN qui sont là. Comment voulez-vous, dans cette situation complexe, avoir des attitudes et des responsabilités s'il n'y a pas de coordination et il n'y a pas un travail commun? Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. On doit se poser la question, comment se fait-il que cette crise au Sahel dure depuis plus de 50 ans? Ça veut dire qu'il y a de la diplomatie et de connivence, oui. Il y a de la complicité, il y a des magouilles à ne pas en finir. Et dans cette imbrication, l'Algérie a pris ses positions qui sont conformes à toutes les lois qui existent et la réglementation et les accords communs. Doit-on penser qu'il s'agit de pousser le Mali, en l'occurrence, et ses alliés à créer une crise avec l'Algérie, monsieur Mjahed? Madame. Oui. Quand on entend les allégations du représentant marocain à l'ONU classer l'Algérie comme parrain du terrorisme, c'est ça. On se pose des questions. C'est ça. Comment peut-on croire quelqu'un, le représentant d'un État, qui a demandé le protectorat? Il n'a pas été agressé et envahi comme tous les autres pays africains. C'est lui qui a demandé le protectorat. C'est lui qui a demandé les années 80-86 à faire partie de l'Union européenne. Comment peut-on croire à ces allégations? Il y a la falsification des faits et il y a la déformation des positions. On rappelle à tout le monde que l'Afrique, les pères fondateurs de cette Afrique, on peut remonter à Massinissa et Jugurtha, en passant par Nkrumah et Frantz Fanon et Mohamed Sadiq Ben Yahya. En 58, on a œuvré pour la création de cette organisation, pour l'émancipation de l'Afrique. La première organisation en 63, l'Algérie était membre fondateur. L'unité africaine, on était aussi des membres fondateurs. C'est notre credo, ça c'est notre ADN. L'Afrique est dans notre sang. Et il faudrait peut-être qu'on rappelle à tout le monde. Monsieur Abdelaziz Mjahed, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale, général-major à la retraite. Monsieur Abdelaziz Mjahed, en ce début d'entretien, vous évoquiez le CEMOC. En janvier dernier, le Mali et le Niger et le Burkina Faso quittent la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Par quels canaux, dans ces conditions, agir aujourd'hui? Madame, le Burkina Faso, c'est le pays de Thomas Sankara. Absolument. Absolument. Le Mali, c'est le pays de Modibo Keïta. Tout à fait. C'est ces hommes phares de l'Afrique qui ont gravé la voie tracée par nos ancêtres. La voie existe. Maintenant, il faut chercher les élites dans cette région. Les élites du Sahel, c'est elles qui vont continuer l'œuvre de leurs prédécesseurs, Frantz Fanon, Mohamed Sadiq Ben Yahya, Yazid et Kwame Nkrumah. Ils sont là. Il faut les chercher. Il faudrait que les médias braquent les projecteurs sur les hommes libres de ce continent. Il faudrait peut-être rappeler aux puissances de respecter un peu les doctrines qui ont orienté, qui ont guidé les actions de ce monde depuis la doctrine Wilson, et rappeler aussi qu'il y a la doctrine Stimson en 1932. Les deux doctrines Wilson et Stimson parlent d'intégrité du territoire, indépendance politique. Et il faudrait que l'Occident ait des forces agissantes au niveau du Sahel. Il faudrait peut-être prendre l'exemple de la station spatiale où l'ensemble des puissances qui ont coordonné leurs actions pour pouvoir agir dans l'espace. Nous, on leur demande de faire la même chose, d'appliquer la même démarche, d'adopter les mêmes positions ici au Sahel, soit agir pour le bien du Sahel, soit se retirer. Rappeler aussi que depuis plus d'un demi-siècle, l'Algérie avait appelé vers un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus juste. Il faudrait que
les gens, surtout des conseils de sécurité et des BRICS, il faudrait qu'ils soient à la hauteur de leur engagement et de leur mission et qu'ils soient honnêtes envers l'humanité entière. À propos de puissance, je précise à nos auditeurs, Monsieur Abdelaziz Mjahed, si vous permettez, que Henry Stimson était secrétaire à la guerre de Roosevelt et de Truman pendant la Seconde Guerre mondiale et contrôlait directement, je le rappelle, le projet Manhattan. Pardon, madame. Oui. Pardon, madame. Je vous en prie. Je rappelle Stimson, la doctrine Stimson, 1932, oui, qui a condamné l'occupation du Japon de la Mandchourie. Absolument, Monsieur Abdelaziz Mjahed. Vous évoquiez lors de cet entretien les puissances, le rôle des puissances sur le continent. La situation au Sahel va en s'aggravant. Jusqu'à quel point l'intervention des puissances étrangères a-t-elle exacerbé les tensions, Monsieur Abdelaziz Mjahed? Le problème du Sahel, c'est que c'est confus, et c'est pas suffisamment éclairé pour déterminer qui fait quoi. Le Sahel, on parle de terrorisme. Oui. Qui est derrière le terrorisme? Qui alimente le terrorisme? La contrebande des producteurs de drogue. L'ONU sait et connaît, et elle a déterminé qui est le plus grand producteur de drogue dans cette région. Et il faudrait que les instances internationales prennent leurs responsabilités. C'est pour cette raison que je parlais de diplomatie de connivence. Il faut arrêter la connivence. Et pour arrêter la connivence, il faudrait apporter tous les éclairages sur les maux de cette région. Et il faudrait que les citoyens de cette région, à leur tête, leurs élites et leurs intellectuels, il faudrait qu'ils soient à la hauteur de leur mission et leurs tâches. Ce sont ces connivences qui exacerbent les tensions, comme je le précisais tantôt, Monsieur Abdelaziz Mjahed. Ce sont ces connivences, n'est-ce pas? Mais bien sûr, madame. Quand le délégué marocain parle de parrainage du terrorisme, il est en train de distraire les opinions. Il est le principal fournisseur de drogue dans la région. Et cette drogue, c'est elle qui alimente le terrorisme. Elle finance le terrorisme. Alors, il faudrait apporter les éclairages. Et il faudrait que les instances internationales soient à la hauteur de leur mission. Elles ne font pas la sourde oreille comme ce qui se passe à Gaza, le massacre. Ils veulent éradiquer un peuple. Et là, ils veulent faire sombrer la région dans un marécage. Alors, ce n'est tout de même pas la première violation, je le disais, menée par l'armée malienne. Le 27 août, l'armée malienne, rappelons-le, a mené des attaques de drones à Tinzaouatine, près de la frontière de l'Algérie, faisant plus de 21 tués, dont 11 enfants et des dizaines de blessés. C'était, je pose ma question, où c'est la violation de trop, Monsieur Abdelaziz Mjahed? Madame, il me semble que les gens ont oublié qu'aujourd'hui, la question, c'est une question de relations humaines. Il y a des êtres humains, oui. Ils ont leur place, ils ont leurs droits, et le devoir de tous, c'est de préserver et de renforcer la qualité de vie de ces gens-là. Maintenant, quelqu'un qui s'attaque à des civils, à des armées, comment le qualifier? L'objectif cette fois-ci, c'était de s'attaquer à des civils, Monsieur Mjahed, encore une fois. Le problème essentiel est là. Comment se fait-il qu'on s'attaque? Nous avons les moyens. Nous avons les moyens de rentrer en contact avec ces gens-là. Quelles sont les voies qui sont disponibles? Pourquoi on opte pour l'option militaire? Est-ce qu'on a usé de tous les moyens pour arriver à ça? C'est la solution finale, ça. C'est pas une solution qu'on peut mener intérieurement. Ces gens-là oublient une chose, c'est que la lutte contre le terrorisme, c'est l'affaire de tous. Et aucune armée au monde, quelle que soit sa puissance, ne peut imposer sa manière de voir à des idées ou des volontés contraires. La question politique, sa solution ne peut être que politique. S'il y a des problèmes politiques au Mali, c'est pas la voie armée qui va le régler. Alors, à propos de puissance militaire, il y eut tout de même la destruction du drone stratégique turc, par ailleurs, qui a été un coup dur pour de nombreux pays qui misaient sur l'effet tactique de ces drones. Monsieur Mjahed, là, j'interroge votre expérience. Dans ce monde, il n'y a aucune arme absolue. C'est une question de volonté. Quelqu'un qui veut se défendre, vous n'avez qu'à voir l'exemple de Hezbollah ou de Gaza. Elles peuvent affronter n'importe quelle puissance. À partir du moment où il y a la volonté, il y a la conviction, il y a la foi,
en la cause, aucune arme ne peut régler le problème. Vous avez les États-Unis d'Amérique depuis 1945. Ils ont utilisé tous les moyens en Corée, ils ont utilisé tous les moyens au Vietnam, ils ont utilisé tous les moyens en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Soudan, en Libye. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, la supériorité opérationnelle n'est pas forcément matérielle. C'est ce que je dois entendre, Monsieur Abdelaziz Mjahed. Mais bien sûr, l'humain reste au centre, madame. Alors, revenons à notre sujet, Monsieur Abdelaziz Mjahed, si vous le voulez bien. Et à propos toujours de position des États-Unis, certaines parties évoquent des tentatives de normalisation de l'entité sioniste avec des États de la région, dont le Mali. Mais bien, ça veut dire que la question, vous savez, madame, l'IOT et SAEX-PICO, apparemment, c'est deux approches différentes, mais les maîtres qui ont décidé de ces deux plans sont les mêmes. Et la preuve, on les voit aujourd'hui, tous les trois, au Maroc. La France, Israël ou le Makhzen. Donc il y a un glissement vers le reste de la région. Mais ça, c'est la même politique. Quand le Maroc, on lui a accordé l'indépendance dans l'interdépendance, et c'est pour continuer à avoir une voie de pénétration vers l'Afrique. La France, chassée par les Africains, elle revient par la voie du Maroc, consolidée par Israël. C'est ça. Il faudrait peut-être rappeler l'histoire. 1975, les armes utilisées par l'armée marocaine pour agresser et occuper le Sahara occidental étaient fournies par l'Afrique du Sud, prétoriane raciste, et par Israël. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. L'histoire, malheureusement, elle se répète, elle est là toujours, les mêmes acteurs, mais agissant cette fois-ci à visage découvert. C'est ça. La France chassée en Afrique, elle revient par la voie du Maroc, consolidée par Israël. Les défis restent tout de même présents, notamment à la frontière longue de 1360 kilomètres entre l'Algérie et le Mali, qui n'est, faut-il le préciser, pas clairement délimitée entre les deux pays, puisque les populations appartiennent aux deux parties. Comment juguler ces défis, Monsieur Abdelaziz Mjahed? Madame, il y a la géographie politique et la géographie humaine, sociale. Oui. Et la géographie humaine. Oui. On ne peut pas, personne ne peut séparer une partie de ce peuple. C'est une population qui occupe les deux régions, de par leur nature et leur histoire. C'est des nomades. Comment voulez-vous sédentariser quelqu'un qui a comme mode de vie le déplacement? La frontière, pour lui, c'est une ligne tracée entre deux États. Lui, il la respecte. Nous avons pas uniquement cette région, nous avons nos frontières ouest, vous avez les binationaux, vous avez avec la Mauritanie, vous avez les binationaux, on a ça, mais c'est une question de respect. Et si on rappelle un peu l'histoire de notre Algérie, la première préoccupation après la restauration de l'indépendance, c'était la politique de bon voisinage. On avait créé à l'époque des foires internationales au sud. Le Mougar, la Sihar, c'était au service des populations de la région entière. Le Mougar, on avait des gens qui portaient 5 passeports, 5 cartes d'identité. Il n'y avait aucun problème. Donc, on vivait en un bon voisinage. Donc, quand l'armée malienne mène des attaques de drones à Tezawatène contre des populations civiles, c'est, on va dire, un peu l'Algérie qui est aussi attaquée. Moi, je dis que l'humanité est attaquée. Monsieur Abdelaziz Mjahed, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes général-major à la retraite, directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie et continuez sur cette voie, que Dieu vous donne toute la force et le courage pour continuer à éclairer l'opinion. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Mjahed. Merci d'avoir été avec nous. Salam. La politique expansionniste de cet État artificiel qualifié d'Israël n'est en effet pas une découverte, une démarche
faite de reconnaissance et de normalisation contrainte. En quête de brèche, cette entité s'y engouffre, armes et bagages, aussitôt celle-ci trouvée. Tantôt au nom d'une incertaine raison humanitaire, tantôt en guise de partenariat économique et sécuritaire. C'est ainsi que depuis plusieurs décennies, la carte de la technicité liée au sécuritaire est mise en avant par cette entité pour remporter des marchés sur le continent. Dans sa livraison d'avril 2016, Intelligence Online rapporte que certaines compagnies de sécurité et de renseignement se sont largement focalisées sur l'Afrique. C'est le cas du Maher, groupe dont le fondateur, Shahim Maher, a beaucoup investi dans les services liés aux télécommunications et au renseignement, avec l'ouverture de filiales en RDC en 2006, en Tanzanie en 2007, en Zambie en 2014 et au Kenya en 2016. La plus emblématique des relations sécuritaires en la matière est probablement celle établie avec le Cameroun. Les services de renseignement sionistes, selon une étude du Crisis Group, ont pris en main dès le début des années 90 la surveillance électronique des palais d'Etoudi et de Mvomeka où vivait le président Paul Biya. Toutefois, il est important de rappeler que durant ses mandats, Benyamin Netanyahou, et en dépit d'efforts colossaux, n'a pas réussi à donner du contenu à une relation qu'il a voulu construire avec l'Afrique. Un continent qui, dira-t-il, a le vent en poupe. L'Afrique est un continent qui a le vent en poupe. Israël a hâte de renforcer ses liens avec tous ces pays. Et je suis fier d'être le premier chef de gouvernement israélien en plus de 20 ans à venir en Afrique subsaharienne. Fin 2020, des informations faisaient état de la mise en place par Benyamin Netanyahou d'une cellule chargée de sillonner le Sahel. Cette cellule serait dirigée par un certain Maoz. Ce dernier, ancien de Shin Bet, fut un agent et recruteur pendant 20 ans, notamment à Raza. Maoz est entré dans la diplomatie secrète par l'intermédiaire de Meir Ben Shabbat, le chef du Conseil national de sécurité de l'entité sioniste. L'objectif étant de coordonner en toute discrétion les relations avec un certain nombre d'États, une démarche par ailleurs pas nouvelle. À cet effet, des anciens agents du Mossad expliquent dans un document diffusé par une chaîne de télévision comment leur relation a débuté avec le Maroc et quels en étaient les objectifs. Notre relation avec le Maroc a débuté dans les années 60. Ceci est un exemple du rôle central que nous avons joué. Je suis le premier Israélien à m'être assis avec le roi Hassan II. C'est moi qui ai établi le contact entre le Maroc et Israël. Le 29 janvier 2020, le président Donald Trump a dévoilé son plan de paix pour le Proche-Orient qui satisfait toutes les demandes israéliennes. Sa Majesté a annoncé au président que le Maroc prendra des mesures concrètes pour reprendre une relation avec Israël sur plusieurs niveaux. Je tiens également à remercier le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, d'avoir pris cette décision historique de ramener une paix historique entre nous. Qui pousse le Mali à créer une crise avec l'Algérie. De nombreux pays participent à la gestion opérationnelle des drones dont dispose le Mali et à leur formation, notamment les Émirats et le Maroc. La destruction du drone par l'Algérie a été un coup dur pour de nombreux pays qui misaient sur leur effet tactique et leur supériorité opérationnelle. Le Maroc, par exemple, a acquis environ 30 drones du même type en plusieurs vagues, la première ayant eu lieu il y a environ 3 ans. Ces propos sont les vôtres, Monsieur Abdallah Ould Bouna. Merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes expert stratégique mauritanien et vous êtes avec nous à partir de Nouakchott. Monsieur Abdallah Ould Bouna, quelle lecture faites-vous de ces récents développements? Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que nous devons observer de très près les projets concurrents dans la région.
il y a bel et bien une compétition stratégique autour des pays d'Afrique subsaharienne. Avec le recul de l'influence française, les Émirats arabes unis se sont déployés dans un vaste arc d'intérêts allant du Yémen jusqu'à la Corne de l'Afrique, en passant par le Soudan, le Tchad, les pays du Sahel, le Niger, le Burkina Faso, le Mali jusqu'à la Mauritanie et même le Maroc. Le soutien militaire émirati est bien réel dans ces pays. Il y a un partenariat stratégique avec le Maroc, y compris sur les volets militaires et sécuritaires dans les pays subsahariens. Le Maroc, d'ailleurs, partage avec les Émirats le même projet hégémonique dans la région. Il a ses propres visées sur les pays du Sahel et cette convergence des projets se fait, qu'on le veuille ou pas, contre l'Algérie. Ce n'est pas nouveau, ce processus avait déjà commencé par la ceinture molle de l'Algérie en direction de la Libye et de la Tunisie. Aujourd'hui, le même schéma est à l'œuvre avec pour but d'encercler l'Algérie et cela, il faut le regarder en face. La salle d'opération qui gère les drones armés opérant au Mali est, à ce jour, pilotée par les Émirats et par le Maroc. C'est pourquoi l'Algérie reste extrêmement vigilante à l'égard de toute activité de renseignement susceptible de servir un projet sioniste. هل الكيان الصهيوني هو الذي يحرك كل هذه الاتجاهات؟ Est-ce que c'est l'entité sioniste qui est en train de faire bouger ou qui tente de faire bouger ces lignes, Monsieur Ould Bouna? نعم صحيح. Oui, c'est exact. C'est en effet l'entité sioniste qui tire les ficelles de ces États dits fonctionnels. Au départ, les autorités maliennes ont parlé de la perte d'un drone, puis elles ont affirmé qu'il avait été abattu, et une semaine plus tard, elles publient un communiqué virulent accusant l'Algérie d'une série d'allégations fallacieuses. Pourtant, l'histoire est claire. L'Algérie a toujours œuvré pour la stabilité du Mali et l'indépendance des pays d'Afrique subsaharienne. Les archives en témoignent. Modibo Keïta, premier président du Mali, ne tarissait pas d'éloges sur la révolution algérienne et son rôle dans la libération des peuples africains. L'Algérie a contribué à la construction de l'État malien, aussi bien sur le plan matériel que par la formation des cadres. Et plus récemment encore, l'accord d'Alger a illustré l'engagement algérien en faveur de la stabilité malienne, un accord que les putschistes ont refusé d'appliquer. Ces États fonctionnaires cherchent aujourd'hui à créer artificiellement une crise entre l'Algérie et ses voisins, notamment au sud du Sahara. Monsieur Abdallah Ould Bouna, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert stratégique mauritanien, vous êtes avec nous à partir de Nouakchott. Monsieur Abdallah Ould Bouna, vous expliquez que ce qui se passe est une tentative d'utiliser, dites-vous, l'incident du drone détruit pour faire pression sur l'Algérie. سيد أولد بونا، تحدثتم وقلتم بأن هنالك من يدفع لاختلاق أزمة مع الجزائر. نعم. كيف يكون اختلاق هذه الأزمة؟ عادة Généralement, les crises régionales naissent de faits en apparence anodins. Ici, il s'agit d'une incursion aérienne dans l'espace algérien par un drone stratégique, un Bayraktar Akinji, un appareil de très longue portée, lourdement armé, rapide, doté de technologies intégrées, lui permettant d'identifier et de frapper des cibles avec précision. Le Maroc, on s'en souvient, avait fait tout un battage médiatique autour de l'acquisition de ce drone. Cette provocation sécuritaire à la frontière algérienne est une tentative manifeste de dispersion du dispositif stratégique algérien, avec l'objectif à peine voilé de freiner l'élan de développement de l'Algérie. Mais soyons clairs, ces États n'ont aucune carte réelle en main pour exercer une pression sur l'Algérie ou pour freiner sa progression. Leur calcul est tout simplement erroné. تحدثتم عن المسيرات الدقيقة، ولكن في نفس الوقت ذكرتم بأن التغطية الرادارية تبقى دقيقة كذلك. Vous avez parlé des drones sophistiqués. أختي الفاضلة، في العلوم العسكرية هناك عمليات تعرض للعدو لاكتشاف. Dans la science militaire, il existe ce que l'on appelle des opérations de test de la capacité de riposte de l'ennemi. Ce drone s'inscrit pleinement dans ce type de manœuvre. Il s'agissait d'exposer l'Algérie pour jauger sa force. La réponse algérienne a été claire. Les capacités sont là. L'Algérie disposait de plusieurs options. Elle aurait pu abattre l'engin par missile, le neutraliser par guerre électronique, brouiller ses systèmes ou même en prendre le contrôle pour le renvoyer vers sa base d'origine et la frapper.
Mais l'Algérie a choisi une méthode précise, nette et surtout significative. L'utilisation du missile a été un message en soi. Un message adressé directement à l'opérateur, depuis le territoire malien, mais aussi aux États derrière cette tentative. Et ce message a bien été saisi. D'ailleurs, la société turque qui fabrique le Bayraktar a demandé à récupérer la Kinji depuis le Maroc. Une délégation a été envoyée sur place. On peut parier que l'entreprise Baykar va sérieusement réévaluer son partenariat. Toute la propagande marocaine sur la supériorité opérationnelle de la Kinji s'est littéralement effondrée devant les défenses algériennes. En Libye ou ailleurs, ces drones n'étaient jamais intervenus dans un environnement aussi protégé. L'Algérie, en plus de ses systèmes d'armement, a mis en place une couverture radar extrêmement avancée qui englobe l'ensemble du territoire et sa zone économique maritime. Vous rappelez, monsieur... Le mur défensif est réel et il a mis en échec cette attaque planifiée. Quant aux autorités maliennes, au-delà de leur alignement sur un axe hostile, elles cherchent aussi à détourner l'attention de leur échec politique interne. Le pays est secoué par des luttes de clans, une paralysie institutionnelle et une capacité chronique à désamorcer les tensions héritées du passé. Dans ce contexte, il leur faut un ennemi extérieur, un danger supposé. On crée alors un discours pseudo-nationaliste, nous combattons le terrorisme et l'Algérie. Mais cela ne résiste pas à l'analyse. L'alignement du Niger et du Burkina Faso aux côtés du Mali contre l'Algérie est absurde. L'Algérie coopère étroitement avec le Niger sur de grands projets, un gazoduc depuis le Nigeria, une centrale électrique de 40 MW dont la décision est prise et l'ouverture de frontières économiques. Le Niger a besoin de nourriture, de soutien économique, d'appui politique et tout cela, seule l'Algérie peut le lui offrir. Cette escalade ne pourra pas durer. Aucun allié stratégique ne soutiendra ces régimes contre l'Algérie. Ni la Chine, qui exploite le pétrole nigérien, ni la Turquie, ni la Russie. Leurs intérêts sont bien plus importants avec Alger. Ce que nous voyons ici, c'est le reflet d'un manque d'expérience et de maturité chez les putschistes d'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il vous semble, monsieur Oldeboud, que la tentative résidait dans le fait que le Mali voulait entraîner dans son sillage le Niger et le Burkina Faso? C'est ce que l'on doit comprendre par votre propos. هل يبدو لكم بأن المالي كان يريد من خلال هذه العملية جر النيجر والبوركينا فاسو؟ شوفي هذا واضح مالي تريد هذا. C'est évident, les autorités maliennes aspirent à cela, mais en toute franchise, en tant qu'expert stratégique, je ne crois pas que ce soit viable. Cette alliance précipitée formée par les putschistes, sans aucun référendum constitutionnel, sans validation parlementaire issue d'élections transparentes et sans même un examen des différends réels entre ces États, ne saurait tenir sur la durée. Il existe des conflits frontaliers persistants entre le Mali et le Burkina Faso, des tensions sociales enracinées dans l'histoire qui sont elles-mêmes le prolongement de la guerre civile malienne à forte dimension ethnique. Et avec le Niger, la situation est similaire. Ce regroupement me rappelle en fait ces confédérations arabes d'antan, érigées sur des élans émotionnels plus que sur des fondations solides. Le seul point commun à ces régimes, c'est le coup d'État. C'est l'effondrement de la sécurité. Personnellement, je doute profondément de la pérennité de ces nations dans leur forme actuelle. Ce sont des États fragiles, confrontés à des rébellions armées, à la prolifération de groupes violents et à des ingérences étrangères qui attisent volontairement les tensions pour mieux s'accaparer les richesses de la région. L'Algérie, elle, n'a aucune crainte à avoir sur le plan militaire, ni du côté du Niger, ni du Mali, ni d'ailleurs. Ce qui nous préoccupe réellement, c'est l'infiltration de réseaux de renseignement au service du projet sioniste.
L'Algérie ne cherche pas l'escalade avec les régimes putschistes. Elle est lucide et elle sait éviter les pièges qu'on lui tend. Le véritable objectif, c'est de détourner l'Algérie vers des conflits de basse intensité qui visent à l'épuiser. Et je le dis en toute connaissance de cause, la doctrine algérienne, qu'elle soit militaire ou politique, est d'une grande noblesse. L'Algérie n'envahira pas ses voisins, elle ne fera jamais usage de la force pour imposer sa volonté, même si elle en a les moyens. Il est même possible d'atteindre Bamako en moins de 24 heures. Or, l'Algérie ne tombera pas dans les provocations. C'est pourquoi je privilégie une solution internationale. Ces régimes vont droit dans le mur. Je l'ai écrit dans l'une de mes tribunes, si l'Algérie avait voulu déclencher des guerres par procuration, elle l'aurait déjà fait. Elle aurait pu ouvrir des fronts en Afrique du Sud, au Nigeria ou encore dans une cinquantaine de pays qui soutiennent la cause sahraoui, en leur fournissant des moyens de guerre asymétriques. Il s'agit d'un non-sens politique, j'ai envie de dire. Sans la position ferme que l'Algérie partage avec la Mauritanie en faveur de l'unité du territoire malien, les Azawadis auraient probablement proclamé leur indépendance dès 2010 ou 2012. Mais l'Algérie a refusé le morcellement du Mali. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un désordre total. Ces putschistes naviguent à vue, ils sont déconnectés. Saïd Abdullah Ould Bouna, vous avez évoqué une présence du renseignement, des renseignements multiples. تحدثتم عن تواجد استخباراتهم. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons affaire à un projet sioniste structuré dans la région. Et il y a une différence entre normaliser ses relations avec Israël et établir une alliance stratégique avec lui. Certains pays ont choisi la normalisation, c'est-à-dire des relations officielles, validées par les gouvernements, mais qui restent rejetées par leur peuple. D'autres sont allés bien au-delà, ils ont noué un partenariat stratégique avec le projet sioniste. Et c'est le cas ici. Prenez l'exemple du Royaume du Maroc, qui a décidé d'embrasser une alliance totale avec Israël. Base militaire conjointe, réforme des curricula scolaires, modification des contenus religieux, fermeture de mosquées, restitution de biens dits historiques à des colons sionistes, expulsion de citoyens marocains pour remettre leurs propriétés à des juifs venus d'Israël, et un partenariat qui touche à tous les niveaux, renseignement, économie, stratégie, entre le Maroc, Israël et les Émirats. Bien sûr, chaque pays est libre de faire ses choix. Mais ce que nous refusons catégoriquement, c'est que ces alliances soient utilisées contre notre sécurité régionale, notre souveraineté et nos intérêts stratégiques. Des projets très dangereux sont en cours pour encercler l'Algérie et dans le même mouvement pour viser la Mauritanie. Le drone n'est que la partie émergée de l'iceberg. On tente de nous faire croire qu'il s'agissait simplement d'un appareil de reconnaissance chargé d'observer les frontières, mais la réalité est tout autre. Ce drone était un appareil de combat. Les radars algériens l'ont détecté à 2 reprises. Une première incursion, puis un retour rapide au-dessus du territoire malien, où il a pris une posture offensive avant de revenir survoler l'espace aérien algérien. La réponse algérienne ne s'est pas fait attendre. Destruction de l'engin en moins de 20 secondes. Ce tir chirurgical a été un choc. Il a balayé d'un seul coup des mois de propagande sur les capacités des drones Bayraktar, sur la prétendue supériorité tactique du Maroc grâce à ses engins, sur la force de frappe malienne. Au final, ces drones se sont révélés totalement impuissants face au système de défense algérien. Saïd Abdullah Ould Bouna, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps, d'avoir bien voulu répondre à nos questions également. Saïd Abdullah Ould Bouna, shukran لقبولك الدعوة ولحضورك معنا. سيدي شكرا. Merci beaucoup. أهلا وسهلا. أهلا بك. Merci beaucoup, monsieur Ould Bouna. Abdullah Ould Bouna est expert stratégique mauritanien et il était avec nous à partir de Nouakchott. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Nous, notre combat, c'est pas arabe ou touareg, noir ou blanc. Et notre guerre, c'est une guerre sainte, c'est une guerre légale. Nous sommes contre les rébellions, nous sommes contre l'indépendance, ces indépendances d'indépendance. Nous sommes contre. 1858, le traité de Berlin est signé à la suite de la conférence de Berlin par la France, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et l'Allemagne. Il détermine les règles de comportement auxquelles les puissances acceptent de se soumettre dans le cadre de
de leurs politiques africaines respectives. Les États-Unis s'efforcent d'asseoir leur pouvoir sur le continent africain, tantôt pour des raisons humanitaires, tantôt pour des raisons sécuritaires. Rudolf Atala, porte-parole du programme américain de lutte contre le terrorisme en Afrique. Le Sahel a joué un rôle clé en ce qui concerne la circulation des armes, des combattants venus de l'étranger et le crime organisé. À la même époque, de grandes quantités de cocaïne ont également commencé à transiter par le Sahel. Donc tout cela suscitait beaucoup d'intérêt et il n'a cessé de se développer. L'opinion publique internationale a découvert ou redécouvert le drame somalien à l'automne 1992, au vu des reportages soulignant les efforts des organisations humanitaires et commentant l'intervention des forces de l'ONU à la fin de la même année. Comment ont été introduits les groupes armés dans la zone du Sahel, zone hautement stratégique? Jérémy Kennan, auteur de Dark Sahara, y revient. En 2002, le Pentagone a dressé une série de cartes qui délimitaient toute cette partie de l'Afrique comme un couloir terroriste. Le discours officiel du Pentagone était que ces terroristes étaient venus d'Afghanistan, dont ils avaient été chassés par les forces américaines. On sait maintenant que c'était faux. Ils étaient passés par le pays de Ben Laden, le Soudan, et pour rejoindre des terroristes en Afrique du Nord, ils étaient arrivés par cette ceinture en forme de banane. Après le 11 septembre 2001, Washington met un pied au Sahara dans le cadre officiel de la dite lutte contre le terrorisme. Et d'autres batailles semblent se cacher derrière ce combat. La zone saharienne abrite les plus grandes réserves pétrolières d'Afrique, de l'uranium, du fer et de l'or. Parallèlement, la France également renforce sa présence militaire sur le territoire. Derrière ces opérations se joue le contrôle des ressources africaines. Il y a eu à cette époque aux États-Unis quelque chose de plus important peut-être que le 11 septembre. La publication de ce qu'on appelle communément le rapport Cheney. C'était le premier ordre exécutif donné par le président Bush après son arrivée au pouvoir. Et il consistait à faire le point sur la crise énergétique aux États-Unis. En 1997, l'importation de l'énergie et du pétrole dépassait le niveau de 50%. Psychologiquement, c'était un seuil critique. Ce rapport se focalisait sur les futures ressources de pétrole et naturellement sur l'Afrique, qui promettait de devenir le premier fournisseur de pétrole de qualité susceptible d'alimenter les infrastructures américaines. Encore plus que le Golfe. Si bien que d'un seul coup, l'Afrique a pris une importance cruciale pour la classe politique à Washington. L'Africom organise tous les ans de gigantesques manœuvres militaires du nom d'African Endeavour qui entraînent les armées africaines au maniement des pratiques standards dites de communication. En 2009, les armées de 29 pays africains avaient pris part à ces manœuvres. Cette année, 40 pays participaient à African Endeavour, constituant la plus grande concentration d'hommes en armes en Afrique. Pourquoi ne pas développer ce petit programme appelé PSI pour en faire quelque chose de plus consistant? On l'a donc élargi à tous les pays de la région sahélienne et c'est devenu le TSCTP, le programme transsahélien antiterroriste. L'idée était de mobiliser tous ces pays avec pour objectif commun la lutte contre le terrorisme. Donc on les a entraînés et équipés. Et une fois que c'était fait, on leur a demandé de se livrer tous ensemble à un exercice de terrain. On a donc fait tous ensemble cet exercice de terrain et roulé des mécaniques dans la région. Comme pour dire, tenez-vous à carreau. On travaille tous de concert pour vous tenir à l'œil. Résultat, tout le monde au Pentagone a dit « Bravo, c'est une vraie réussite. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore mieux ?» Participé à ce programme, Abdallah Ould Bouna, expert stratégique mauritanien. Abdallah Ould Bouna était avec nous à partir de Nouakchott. La traduction a été assurée par Tariq Krouri. Abdelaziz Mjahed, général-major à la retraite, directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale.
Histoire en marche a été réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Samiha Hali. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.